Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traite du modèle géométrique direct et inverse des robots manipulateurs. Pour rappel, on cherche à lier l'espace articulaire, c'est-à-dire l'espace représentant l'état des articulations du robot, à l'espace opérationnel, c'est-à-dire la position et l'orientation de ses effecteurs dans son environnement. Ainsi, l'espace articulaire est décrit par des coordonnées articulaires comme des angles ou des distances en fonction des liaisons mécaniques liant les segments du robot, tandis que l'espace opérationnel est décrit par des positions et des orientations cartésiennes représentant les coordonnées opérationnelles du robot. Si l'on cherche à exprimer les coordonnées opérationnelles à partir des coordonnées articulaires, on établit alors le modèle géométrique direct du robot. Il est utile pour notamment tracer le volume de travail du robot et pour mettre à jour sa pose à tout instant. Si l'on cherche à exprimer les coordonnées articulaires à partir des coordonnées opérationnelles, on exprime alors le modèle géométrique inverse du robot. Le MGI est particulièrement utile pour piloter le robot. En effet, si on impose une trajectoire au robot dans l'espace opérationnel, on doit pouvoir répercuter cette trajectoire dans l'espace articulaire pour permettre au robot de réaliser cette trajectoire. Dans les deux cas, il est nécessaire de comprendre comment on peut représenter la position et l'orientation d'un solide dans l'espace afin d'obtenir ces modèles. En effet, pour exprimer les coordonnées opérationnelles, il est nécessaire d'exprimer la position et l'orientation d'un repère lié à l'effecteur dans un repère de référence. Pour positionner un solide dans l'espace, il suffit d'adjoindre à ce solide un point, par exemple le centre du repère associé à ce solide, et d'exprimer ses coordonnées cartésiennes dans le repère de référence pour obtenir la position. En l'occurrence, cette patate est positionnée par des coordonnées du point OB dans le repère A. Et les coordonnées cartésiennes de ce point vont suffire à représenter sa position dans l'espace. À présent, si l'on cherche à représenter l'orientation du solide, une solution peut être de regarder la matrice de rotation du repère associé au solide par rapport au repère de référence. Pour rappel, une matrice de rotation s'obtient en exprimant les vecteurs unitaires de la base orthonormée associée à B dans la base orthonormée associée à A. En d'autres termes, on exprime les vecteurs de B dans A. Cette formule provient de l'expression des vecteurs de la base B dans la base A par le biais de cette matrice de rotation. Par exemple, si le repère B est orienté de la manière suivante par rapport à la base A, on peut exprimer les vecteurs de B dans A pour obtenir la matrice de rotation, qu'on notera ARB. En l'occurrence, XB est aligné avec XA, YB avec ZA et ZB avec -YA. Si on regarde spécifiquement le vecteur YB, ici c'est bien YB exprimé dans le repère A, que l'on retrouve ici. Ensuite, pour changer la base de l'expression de la position d'un point P, ici exprimé dans B, il suffit d'écrire que la position exprimée dans A est égale à la matrice de rotation fois l'expression dans B, d'où le résultat ici représenté. La question qui se pose est la création de cette matrice de rotation. Pour représenter une rotation dans le plan, on peut exploiter un angle autour d'un axe de la base d'origine. C'est une solution simple. Dans l'espace, de multiples solutions sont possibles. La plus connue est une combinaison de 3 angles dans une séquence donnée pour obtenir une matrice de rotation globale, comme celle présentée ici, qui représente une séquence Z, X, Y. On nomme généralement cette description de l'orientation les angles d'Euler. Seulement, cette solution peut s'avérer singulière. La conversion matrice-angle n'est parfois pas définie. Il existe donc des alternatives aux angles d'Euler qui sont souvent utilisées dans des applications de robotique. La première est la représentation angle-axe, dite également d'Euler, néanmoins elle est également singulière. Et la seconde est la représentation de l'orientation par des quaternions. Les quaternions ne présentent pas de singularité, ce sont des nombres hypercomplexes qui permettent une représentation unique de l'orientation d'un solide. Néanmoins, leur utilisation est plus complexe que les angles d'Euler par exemple. Les conversions entre ces différentes représentations sont bien connues. Il existe des références bibliographiques qui peuvent vous aider à trouver ces conversions dans la littérature. Pour en revenir à notre problème initial, en plus de la rotation entre les bases des deux repères, il est nécessaire pour exprimer une position dans un autre repère de tenir compte du déplacement entre les deux origines de repère, ici entre le repère A et le repère B, soit la position A ou B. Pour exprimer la position d'un solide dans un nouveau repère, par exemple ici pour un point P appartenant à la patate ici représentée, et connaissant sa position dans le repère B, quelle est sa position dans le repère A?
Il s'agit de la position du point B plus la position du repère B dans le repère A. Néanmoins, ceci pose le problème de l'expression des vecteurs position dans des bases différentes. En effet, par défaut, la position dans B est exprimée dans la base de B. Il est donc nécessaire de projeter la position du point B dans la base A, en plus d'ajouter les coordonnées du point OB pour obtenir la position du point P dans le repère A. On voit alors qu'on combine une rotation et une translation dans la même équation. Afin d'homogénéiser cette transformation, on peut regrouper les termes de rotation et de translation dans une seule et même matrice. On l'appellera matrice de transformation homogène. Cette homogénéisation passe par l'ajout d'une ligne supplémentaire garantissant justement la combinaison des deux transformations. Ainsi, il est possible de définir une matrice unique permettant d'exprimer la position d'un point dans un repère quelconque. Cette matrice est une matrice 4-4 et l'on ajoute également une coordonnée égale à 1 au vecteur position afin de permettre son usage. La grande propriété des matrices de transformation homogène est qu'elles se composent, à l'instar des matrices de rotation, par multiplication. Ainsi, pour une chaîne de solides rigides connaissant les transformations relatives entre solides, on peut écrire au sens général toutes les transformations entre tous les solides en multipliant ces transformations entre elles. Parlons à présent du modèle géométrique direct qui peut s'obtenir facilement à partir des matrices définies précédemment. Pour obtenir ce MGD, on peut écrire la matrice de transformation homogène entre le repère monde et le repère associé à l'organe effecteur. Dans le cas du robot 2 axes, pour obtenir les coordonnées opérationnelles du point K dans le repère 0, qui sont donc l'objectif du modèle géométrique direct, il suffit d'écrire les deux transformations homogènes entre les solides S0 et S1 et S1 et S2. Pour écrire une matrice de transformation homogène, on regarde toujours tout d'abord la rotation entre le repère I et le repère J, qui va être une matrice 3-3 qu'on va retrouver ici, et la position du centre du repère J dans le repère I, exprimé dans le repère I. Donc en l'occurrence, pour 0T1, nous allons regarder la rotation entre le repère 0 et le repère 1, et également la position du point O1 dans le repère 0. Ce qui va nous donner ici, la rotation entre les deux, c'est une rotation d'axe Z et d'angle Q1, donc quelque chose comme cette matrice. Et ici, on voit que O1 et O0 sont confondus, donc on n'aura pas de translation. Même constat pour 1T2. Donc là, on va regarder la rotation entre le repère 1 et le repère 2. Donc cette fois-ci, c'est une rotation d'axe Z, mais d'angle Q2. Et cette fois-ci, on voit qu'il y a une distance entre les deux repères, entre les deux centres de repères. Cette distance, elle vaut L1x1. Et donc ici, effectivement, on va remplir la position du point O2 dans le repère 1, exprimé dans le repère 1 également. Donc ce sera tout simplement L1, 0, 0. Et on a obtenu nos deux transformations homogènes pour notre chaîne de solides ici. Ainsi, connaissant 0T1 et 1T2, par multiplication, on peut obtenir 0T2, qui sera tout simplement 0T1, 1T2, d'où la grande simplicité de l'utilisation des matrices de transformation homogènes. Donc connaissant ça, sans faire le calcul, et en simplifiant ensuite, on sait qu'on va obtenir une combinaison de Q1 et Q2, d'accord, qui vont se sommer ici pour obtenir la matrice de transformation homogène finale. Et en translation, on obtiendra juste la distance L1 ici projetée dans R0.
Voilà. Donc je passe le détail du calcul, mais c'est le résultat qu'on obtient ici. Ce n'est pas suffisant pour obtenir le modèle géométrique direct. En effet, ce que l'on veut, c'est la position 0K. C'est ça notre modèle géométrique direct. C'est les positions de ce point dans le repère monde. Et donc pour obtenir ça, on va tout simplement pouvoir écrire 0K égale 0T2, 2K. 2K étant la position du point K dans le repère 2. Et donc cette fois-ci, on va obtenir tout simplement, sachant que 2K, c'est tout simplement L2, 0, 0, avec un 1 pour l'homogénéité. On voit qu'on obtient L1 cos Q1 plus L2 cos Q1 plus Q2, L1 sinus Q1 plus L2 sinus Q1 plus Q2, 0 et avec le 1 d'homogénéité. Et voilà pour notre résultat. Pour compléter les approches du modèle géométrique direct, il est nécessaire maintenant de s'intéresser au modèle géométrique inverse. Ce problème est plus complexe que le MGD, notamment du fait de la difficulté d'inversion des équations issues du MGD pour les arborescences séries, mais également du fait de la non-bijectivité du problème. Plusieurs configurations sont possibles pour une seule pose du robot. Il existe différentes manières de résoudre ce problème, parmi lesquelles les plus répandues sont les méthodes analytiques, inversion des équations, et géométriques, utilisation de propriétés géométriques pour retrouver les relations entre les paramètres opérationnels et les paramètres articulaires. Pour reprendre le problème précédent, on peut résoudre ce problème géométriquement. Tout d'abord, en repartant du MGD, en sommant l'équation en x et en y mise au carré, on peut isoler le cosinus de Q2. On voit déjà qu'ici, deux solutions sont possibles pour Q2. Il faut donc choisir le signe de Q2 en choisissant le signe de sinus Q2. On peut alors poser Q2 comme l'arctangente du sinus sur le cosinus. On peut faire une petite aparté concernant la fonction qui est utilisée ici. Atan2 est une variante de la fonction arctangente souvent utilisée en robotique, car elle garantit que la valeur de l'angle soit comprise entre -π et π. Une fois obtenu Q2, on peut obtenir Q1 facilement par géométrie, notamment en exploitant l'angle alpha défini ici et l'angle bêta défini ici. On a alors une formule pour Q1 et Q2, et on se rend compte que deux solutions sont possibles, une par valeur de sinus de Q2, correspondant aux configurations coude haut et coude bas de ce robot. Coude bas comme c'est représenté ici, et coude haut qui serait donc comme ceci. On peut également obtenir le MGI en utilisant uniquement les équations du MGD, ce sont les méthodes analytiques dont je parlais tout à l'heure. Sachant qu'on obtient Q2 à partir de l'équation montrée précédemment, on peut travailler sur les équations pour isoler Q1 également. On peut alors mettre en évidence une identité trigonométrique qui permet d'obtenir au prix d'efforts importants une expression de Q1. On voit ici que c'est déjà beaucoup plus compliqué que l'approche géométrique pour obtenir le résultat. La méthode que l'on a vue précédemment est une méthode ad hoc pour un exemple simple. Lorsqu'on passe à une architecture plus complexe, il existe des méthodes d'inversion du MGD plus systématiques, analytiques toujours, comme la méthode de Paul. Cette méthode consiste à isoler à partir d'une chaîne ouverte les coordonnées articulaires successives, ainsi en imposant une pose connue du robot et en multipliant systématiquement par JT, J-1 de part et d'autre de l'équation, on obtient des équations de dépendance entre une coordonnée articulaire et les autres. En procédant successivement, on peut alors obtenir un MGI complet. Il est souvent nécessaire de résoudre des équations caractéristiques pour obtenir le résultat. Néanmoins, c'est une méthode fiable et efficace pour obtenir un modèle géométrique inverse. En conclusion, même si la méthode de Paul a été largement optimisée pour les robots manipulateurs, pour des systèmes complexes présentant beaucoup de degrés de liberté, les méthodes analytiques restent complexes à mettre en œuvre. D'où l'émergence de méthodes numériques basées sur la jacobienne du robot et le modèle différentiel pour résoudre le problème géométrique inverse. Quand c'est possible, privilégier une méthode géométrique est également une bonne solution. Comme on l'a vu précédemment, c'est souvent plus simple pour résoudre le problème de géométrie inverse. Merci pour votre attention et rendez-vous dans la prochaine vidéo.